Ce sera une introduction rapide aujourd'hui pour vous laisser la parole. Bon, veuillez nous excuser pour voilà, ces soucis techniques voilà, que nous n'avons pas à régler aujourd'hui. Vous remercions d'être encore une fois aussi nombreux pour ce nouveau webinaire organisé par l'Institut Mimetis. Rapidement, enfin, je vais directement aller à remercier Gérard Osterman d'être présent aujourd'hui. Je rappelle que Gérard est professeur de thérapeutique, médecin interniste, psychothérapeute, analyste et qu'il est spécialiste des conduites addictives, de l'anorexie et de la prise en charge de la douleur et des traumatismes. Et puis aussi, nous souhaitons la bienvenue à Éric Bardot, qui est médecin psychiatre, puis qui est directeur de l'Institut Mimetis, concepteur et développeur de l'HTCMA, thérapie du lien et des mondes traumatiques, qui vont intervenir aujourd'hui sur le thème qui est « Dans un monde saturé par la statistique, quelle place pour la symbolique dans l'épreuve que nous traversons ?» Donc, nous allons laisser Éric et Gérard intervenir sur cette thématique. Et puis, encore une fois, bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis sûr qu'elles seront nombreuses et il y aura bien sûr un temps à la fin de leur intervention pour répondre à vos questions. Le webinaire est enregistré, hein, donc vous pourrez le voir, le revoir sur la chaîne YouTube de l'Institut. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Éric et Gérard. Merci. Bien, bonjour à vous tous, à vous toutes. Bonjour Gérard. On va essayer de s'accorder au-delà des ennuis de la technique sur ce thème que nous avons choisi. Il m'est venu ce thème lorsque nous avons échangé ensemble et que tu m'as dit que tu travaillais sur la symbolique du coronavirus. Et l'idée m'est venue de questionner ou de mettre en perspective et en dialogue cette symbolique du coronavirus avec la symbolique qui m'est venue, qui est celle du colosse au pied d'argile. Et du colosse au pied d'argile, dont j'aimerais rappeler qu'il vient d'un rêve du prophète Daniel, et que ce songe dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, avec ses deux bouts devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe dans une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et dans mon idée, le colosse au pied d'argile, je me suis demandé si ça n'était pas en fait une manière de mettre aussi en forme la construction sociétale dans laquelle nous sommes. Et le colosse au pied d'argile, mais je ne vais pas tout dire, m'est venue l'idée de faire le passage et le pont avec le mythe du golem. Donc je vais te passer la parole pour que nous puissions échanger à travers ce thème et sur aussi la question qui me semble au départ importante, c'est la question de la symbolique et probablement de la place de la symbolique dans notre capacité à penser. Je te laisse la parole, Gérard. Bien, mon cher Éric, tu commences très fort avec effectivement le thème du golem qui mérite quand même quelques petits éclaircissements parce que peut-être tout le monde ne connaît pas ce mythe qui est fondamental. Il est fondamental parce que le golem est, on pourrait dire, au passé, ce que le Messie est au futur. Golem en hébreu, ça s'écrit GLM, golem. C'est-à-dire, c'est une structure trilétaire, c'est-à-dire de 3 lettres
G, L et M, autrement dit Guélem, Lamed et Mem. Alors, je vais expliquer un petit peu ça parce que c'est quand même intéressant. Donc, c'est une histoire qui a été racontée et créée par le Maharal de Prague. Malheureusement, je suis allé à Prague, j'ai eu la chance d'aller à Prague, mais autant j'ai vu le cimetière juif qui est absolument hallucinant, autant avec les tombes enchevêtrées, il y en a dans tous les sens, et on voit régulièrement des corbeaux qui planent autour de ce cimetière. Autant malheureusement les vestiges du golem, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce que peut-être que au fond le golem, j'ai envie de dire, c'est une histoire. Ça reste une figure spirituelle, d'ailleurs toujours actuelle. La tradition juive, qu'elle soit religieuse ou intellectuelle, a un rapport au texte qui, on le sait, est un rapport d'interprétation. Le golem, c'est un personnage qui est fabriqué à partir de lettres hébraïques qui représentent tout le processus d'interprétation. En fait, on dit qu'il est fait d'argile, tu as utilisé le terme de colosse au pied d'argile, si j'ose dire, ou de colosse d'argile, mais en réalité, il est dans sa vraie nature, il est fait de lettres agencées qui produisent un sens. Le golem est donc vivant. Je ne dirais pas dans la religion juive, mais je dirais dans la pratique centrale et fondamentale que sont la lecture et l'interprétation. Or, on sait dans l'histoire du golem, ça mériterait presque d'avoir un partage d'écran pour montrer les lettres hébraïques, et c'est des lettres de feu, comme le dit très bien Annick de Souzenel, et c'est absolument passionnant, que le Guimel, Lamed et Mem, pour faire vivre ce golem, eh bien, le Maharal de Prague a écrit Emet. Alors, Emet, c'est fait aussi de 3 lettres. Le Aleph, qui est l'origine, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est l'inspiration, c'est le souffle, Aleph. Ça a une petite forme un peu d'X, si j'ose dire. La deuxième lettre, eh bien, c'est Mem. Et Mem, ça se prononce aussi Maïm. Hein, il y a le Ma et le Mi. Il y a les deux sonorités. Le monde d'en bas, les racines de la terre et les racines du ciel. Et en même temps, Maïm, ça veut dire les eaux. Ça veut dire la matrice, ça veut dire ce qui enfante. Et puis la troisième lettre, qui est le Tav, c'est le sceau, comme le sceau de Salomon, comme l'étoile à 6 branches. Eh bien, le Emet, ça veut dire la vérité. Et là, il y a une conception très différente de la vérité chez les Hébreux par rapport au monde grec que l'on connaît bien. C'est le berceau de notre civilisation également, puisque dans la tradition grecque, le mot vérité se dit aletheia, c'est-à-dire veut dire un dévoilement progressif, un peu comme la science. La science arrive à ce qu'on pourrait appeler une vérité scientifique, on l'a bien vu avec le Covid, par des dévoilements progressifs. Et donc cette notion de dévoilement, plus tard que Plotin avait utilisé une métaphore assez belle d'ailleurs, puisqu'il prenait la statue de Vénus, qui était d'Aphrodite pour les Grecs, qui était recouverte d'algues et de coquillages, et puis on enlevait toutes les algues et les coquillages par dévoilement progressif. Et alors, à ce moment-là, effectivement, on avait la vérité toute nue. Donc, vous voyez, cette notion de vérité est très différente parce que dans le monde hébraïque, quand à un moment Ponce Pilate pose la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? La vérité au sens du Christ, par exemple, n'a pas le même sens, puisqu'il est le sens de Emet, c'est-à-dire en vérité, je vous le dis, il n'a pas dit qu'il avait la vérité. La vérité n'est pas de l'ordre d'un avoir, la vérité est l'ordre du vrai en soi, c'est-à-dire de quelque chose, d'une expérience intérieure. Donc on voit bien que le mot vérité, Emet, est fait de à la fois quelque chose qui m'inspire, quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui me nourrit par les racines du ciel. Le même, c'est ce qui engendre, c'est la matrice, c'est-à-dire que je porte ce que je reçois de l'inspiration, et le tav, ça veut dire ça m'engage. Autrement dit, ma parole est engagée. On comprend très bien qu'à ce moment-là, on connaît tous cet aphorisme populaire qui dit l'homme a une parole, la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Autrement dit, cette parole nous engage d'une certaine manière. En vérité, je vous le dis, c'est ce que disait le Christ. Or, dans le golem, le Maharal de Prague, effectivement, le rabbin Löw, c'est son nom, fixe à ce moment-là sur le front du golem ce mot émet, et s'il enlève le Aleph,
si on enlève la première lettre, donc la lettre d'origine, eh bien à ce moment-là, ça donne le mot met, qui veut dire la mort. Autrement dit, beaucoup de paroles que nous entendons, et en particulier des paroles politiques, ne sont pas des paroles de vérité, sont des paroles de mort, parce que précisément, ça n'engage pas et qu'elles ne sont pas inspirées véritablement. Bon, là, c'est une petite critique au passage, mais c'est juste pour faire comprendre que cette notion du golem, elle est absolument fondamentale, et le golem, d'une certaine façon, a été, comment dirais-je, comment on pourrait le représenter, le golem, aujourd'hui? Ben, c'est un peu à travers cette tentation de l'homme à travers le transhumanisme, à travers l'intelligence artificielle ultra développée, vouloir supprimer la mort. Le problème, c'est qu'en supprimant la mort, ben, on supprime la vie, parce que la mort n'est pas le contraire de la vie. Donc, on est un peu dans ce mythe, là aussi, du golem. Et je me rappelle qu'il y avait un kabbaliste, d'ailleurs, assez connu, qui s'appelle Gershom Scholem, et qui a donné le nom de Golem 1, Golem numéro 1, à l'un des premiers ordinateurs israéliens. Pour bien dire, finalement, que par rapport à cette légende, il y a quelque chose de l'ordre des progrès technologiques, et c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Eric, à travers effectivement ce monde ou cette fracture qui peut exister aujourd'hui, puisque se pose aujourd'hui toute la question justement de la technique et comment nous habitons cette technique. Et est-ce que cette technique n'est pas en train de nous embarquer? Autrement dit, ce que j'ai envie de dire là, c'est que la technologie aujourd'hui est en train de détruire la technique. La technique étant effectivement, pour les Grecs d'ailleurs, un art, ou, comme le dit Bertrand Vergely, la poétique. C'est-à-dire que fabriquer et parler, c'est la même chose. La véritable technique, c'est la rencontre entre la parole et l'outil, c'est-à-dire le moment où il y a des paroles qui sont utiles et en même temps des outils qui sont parlants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole et le geste sont totalement inséparables. Or, aujourd'hui, nous sommes justement dans une destruction de la technique par la technologie. Pourquoi? Et là aussi, notre ami Bertrand, un jour, l'avait dit dans une conférence à Bordeaux, ce n'est pas la vie qui nous intéresse, mais le pouvoir sur la vie. Ce n'est pas l'homme qui nous intéresse, mais le pouvoir sur l'homme. Et là, on est en train de s'écarter, effectivement, du sens fondamental de ce qui est l'humain. Voilà ce que je voulais dire sur le golem, qui est effectivement un thème mythologique absolument passionnant. Et je vais compléter ce que tu dis avec quelque chose que j'ai découvert que je n'avais pas du tout assimilé, avec le père de la cybernétique qui est Norbert Werner, Oui. qui est le père de la cybernétique, à partir duquel, en thérapie, sont développées les thérapies d'inspiration systémique et cybernétique. Et il a écrit en 64 un livre qui s'appelle God and Golem. Et il disait la chose suivante: le mythe implique l'imaginaire de l'homme, alors que la cybernétique met en œuvre des systèmes imaginés par l'être humain. Et il disait, la cybernétique, c'est de donner une forme technique à la parole. Et qui rejoint et qui amène effectivement à la question du transhumanisme. Effectivement, c'est cette question qui est posée est celle entre, je dirais, la question de l'imaginaire de l'homme et est-ce que la capacité à être dans cette pensée symbolique, et même, me semble-t-il, aujourd'hui, je crois que les neurosciences disent que la symbolique précède le langage, la pensée par image précède la pensée par langage. Et je me dis, est-ce que de réduire justement à la technologie, y compris le langage, comment dirais-je moi, n'est pas en fait une question centrale, y compris dans nos pratiques psychothérapiques et dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce que je suis en train de me dire, c'est que quand j'ai mis dans le titre la statistique par rapport à la symbolique, on voit bien aujourd'hui que la statistique dans le déroulement de cette crise, c'est comme si on avait fait jouer à la statistique la place de la symbolique, sauf que la statistique, est-ce qu'elle peut prendre la place de la symbolique? Non, alors là, il y aurait peut-être des choses un tout petit peu à préciser, parce que Oui, tu as raison de dire effectivement que parfois il y a un peu quelque chose de l'ordre de la confusion. Il ne faudrait pas non plus confondre la symbolique telle que, par exemple, Jacques Lacan l'a entendu dans son nœud borroméen
Autrement dit, le réel, le symbolique et l'imaginaire, et la symbolique telle que Jung l'évoque, au sens du symbolon grec, c'est-à-dire ces pièces de tuiles que l'on casse, et il y a une reconnaissance parce que l'un est reconnu par l'autre exactement. C'est-à-dire que l'un renvoie à l'autre, à l'altérité, par ce mécanisme de reconnaissance. Dans ce que tu évoques, et tu poses tout de suite d'ailleurs la question presque mythologique. Bon, je crois que ce n'est pas un grand scoop de dire aujourd'hui que la crise que nous traversons, et qui, à mon avis, qui est le début des premières secousses, car je suis convaincu que la Terre n'est pas malade, mais qu'elle enfante, ou que le monde n'est pas malade, mais qu'il enfante quelque chose d'autre, et qu'on est dans une crise au sens premier, presque au sens spirituel. C'est-à-dire que la racine de nos problèmes réside dans les croyances ou dans nos croyances qui les causent, et ces croyances sont intriquement liées à des mythes culturels. Or, quel est le mythe aujourd'hui qui nous domine quelque part? Eh bien, ce mythe, c'est la science, justement. On a bien vu à travers le Covid toutes ces discussions, ces polémiques autour du fait scientifique, comme si on ne se raccrochait qu'à la science et peut-être pas assez aussi à l'intuition, à l'expérience et je dirais au vécu. Donc, je pense que le mythe, c'est quoi? Le mythe, c'est le début de la pensée sous la forme de l'image. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Donc, nous aurons toujours besoin du couple dialectique entre l'image et la pensée, en même temps que nous aurons toujours besoin du couple dialectique entre le mythe et l'interprétation. C'est-à-dire que l'interprétation n'a de sens que parce qu'elle laisse vivre les images. Il faut que les deux fonctionnent ensemble, c'est-à-dire l'intellectuel et l'émotionnel, l'interprétatif masculin et l'émotionnel féminin. C'est-à-dire qu'il faut une pensée de l'image et une image de la pensée. Et je me rappelle, Wittgenstein avait écrit que le drame de l'Occident, c'était qu'on avait perdu nos mythes. C'est pas très compliqué d'aller regarder ça, parce que qu'est-ce qui nous reste comme mythe, à part le mythe de Faust, justement, et le mythe de la séduction, grosso modo, c'est ça. Parce que même le mythe d'Oedipe, il en a pris un sérieux coup avec les réagencements familiaux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette problématique où, justement, tu l'as rappelé, Eric, il faut réactiver un peu notre imaginaire, se remettre en mouvement dans la pensée elle-même et dans la pensée de l'image. Or, les images, elles nous fascinent plus qu'on ne les pense réellement. Oui, l'image nous fascine. Et quand tu dis dans la pensée de l'image, la pensée de l'image, là encore, c'est la question de l'image. Ça m'évoque évidemment, j'ai un trou, mais enfin, ça va venir. Ça m'évoque en tout cas la question que l'image, est-ce qu'elle va être dans sa dimension imagination créatrice? Corbin, c'est comment son prénom? Rappelle-moi. Henri Corbin, quand il évoque oui. l'imaginal, Oui. c'est-à-dire entre les catégories sensibles et intelligibles. Alors, Oui. l'imaginal, c'est par exemple, qui peut faire partie du réservoir de l'imaginal, la licorne. Oui. Personne n'a vu une licorne véritablement dans la vie réelle. Et en même temps, beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres, à un moment, ont été en contact, si j'ose dire, dans ce monde d'imaginal avec la licorne. C'est ça que, voilà, l'imaginal, on rentre dans un autre monde, si j'ose dire. Ça ne veut pas dire qu'il soit supérieur. Ça veut dire que finalement, on vit, nous, dans une matrice, dans ce qu'on appelle notre monde, qui est une matrice. Et là, on pourrait encore paraphraser l'échelle de Jacob, hein, c'est-à-dire qu'on monte un échelon. Dans cet échelon, à un barreau de l'échelle, on va dire, nous, ce qu'on va prendre comme l'intelligence, comme la découverte. Au barreau d'après, ça sera vécu comme une erreur. Ce qu'on appelle la sagesse au premier barreau, ça sera vécu comme une folie au deuxième barreau. Ça veut dire qu'à un moment, les choses s'inversent. C'est-à-dire que si on prend de la hauteur sur les événements, comme si on prenait de la hauteur davantage sur le Covid et sur les événements qui nous frappent, eh bien, on s'apercevrait davantage, si j'ose dire, de la folie des hommes. Hein, parce que finalement, il n'arrive pas par hasard. Le Covid, ça ne veut pas dire qu'il y a une intentionnalité surnaturelle, etc. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je pense que le virus, le Covid, on ne devrait pas dire le Covid, c'est une erreur, on devrait dire la Covid, mais bon, peu importe. À ce moment-là, lui, il fonctionne
comme un archétype au sens jungien, c'est-à-dire qui se met en branle. Pourquoi? Parce que la nature est en train d'être envahie par l'industrie, elle est en train d'étouffer, elle est en train de mourir. Donc c'est presque un archétype de défense, même si c'est quelque chose d'exterminateur et de dangereux et de potentiellement mortel. En même temps, et parfois souvent même mortel, en même temps, c'est le mécanisme de défense de la nature face à effectivement une culture industrielle, capitaliste, etc., qui fait que la vie n'est pas possible. Donc, c'est juste une régulation. On pourrait dire que c'est une régulation à un certain niveau. Et si nous, on ne prend pas le recul par rapport à ça, si on ne se met pas justement en lien avec notre imaginaire et en lien avec le symbolique pour penser les choses, eh bien, on va continuer dans les mêmes erreurs, si j'ose dire. Hein, c'est quand même extraordinaire aujourd'hui. Il y a toujours eu des épidémies. Mais là, on est dans une pandémie qui arrête 4,5 milliards d'habitants. C'est-à-dire que le monde est arrêté. On est dans un mur. Hein. Alors, j'ai adoré ce qu'a dit notre ami Bertrand Vergely quand il disait virus égale virage, le virage du communisme raté, le virage du matérialisme raté, le virage du capitalisme, etc. Il ne faut pas oublier aussi que dans virus, il y a la racine vir. Et vir, c'est le masculin, justement. Et que, d'une certaine manière, est-ce qu'on n'est pas en train, là, de souffrir de cette invasion du masculin sur le plan de la conquête, etc., de la conquête du monde, où on voit qu'en même temps que nos poumons étouffent sous l'effet de la pneumonie du Covid, on est en train de continuer de déforester partout. C'est-à-dire que le poumon de la Terre est en train de mourir, pendant que nous, analogiquement, on est en train de mourir à ce moment-là du Covid en tant que défense de la nature. Quand même. Alors, évidemment, c'est des analogies, bien sûr, ça n'a pas une dimension scientifique, mais je pense que ce virus a une dimension archétypale. Alors, on peut y faire véhiculer plusieurs archétypes. Hein, c'est pas, la question est surtout de réfléchir ou de nous mettre en mouvement. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Moi, je vois, par exemple, que les mots annoncés, là encore, je vais écorcher un petit peu certains propos, mais on nous a parlé de guerre. C'est une déclaration de guerre. Mais qu'est-ce que vous voulez faire une déclaration de guerre à un virus, à cette espèce de petit machin microscopique de quelques nanomètres, et vous lui demandez on va vous faire une déclaration de guerre? Mais non, il faut arrêter. On n'est pas dans une guerre, là. On est dans quelque chose qui doit nous faire signe. Et la vraie question, comme le dit très bien d'ailleurs Annick de Souzenel, j'ai bien aimé son propos sur le symbolisme à ce moment-là, où elle dit la question aujourd'hui, c'est que même en médecine, on se bat contre. C'est-à-dire que quand on se bat contre, on arrive, on est à l'horizontale. Oui. Et elle dit que quand on se bat avec, on se verticalise. La question est, quelle est notre attitude intérieure pour nous verticaliser par rapport au virus? Si l'on prend comme un ennemi, comme était, je ne sais pas, la guerre 40 ou 14-18 ou toutes les guerres entre les humains, eh bien, je pense qu'on se trompe de cible. Parce que c'est un signe que l'on reçoit, qui nous est envoyé. Encore une fois, je n'en fais pas une intentionnalité, je fais juste le fait d'une régulation. C'est une régulation de la nature. Voilà, c'est comme ça que comme ça que je le ressens. Hein. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y a un moment des signes qui sont envoyés que nous sommes en demeure de décrypter et de décoder. Sinon, sinon quoi? Sinon, on aura encore d'autres choses encore plus catastrophiques, si j'ose dire. Et ça me fait penser à cette phrase qui était, je pense, prononcée en l'an 1000, qui résonne comme un requiem, hein. Dies viri, dies irae. Ça veut dire jour grandiose et jour de colère en même temps. C'était les thèmes apocalyptiques. Mais l'apocalypse, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde par une révélation, par un dévoilement. C'est-à-dire qu'on enlève les voiles. Et dans ces voiles, on voit bien aujourd'hui, alors les gens disent, alors il y a les pessimistes, les optimistes, les gens disent, à la fin de la pandémie, de toute façon, et du déconfinement, on reviendra comme avant, chasser le naturel et reviendra au galop. Et puis il y a des gens qui disent, ça y est, on est vers un nouveau monde, là, immédiatement. C'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il y a déjà des choses qui bougent, mais elles ne bougent qu'à la condition que l'homme fasse un retournement, c'est-à-dire une métanoïa à l'intérieur de lui. On l'a vu avec les gilets jaunes. Bon, on n'est pas content, on se fait opprimer, il y a de l'injustice sociale, on descend dans la rue. Maintenant, il n'est plus question véritablement de descendre dans la rue.
il est question de descendre à l'intérieur de nous pour ce retournement. Et ça, c'est une opération, si j'ose dire, dans l'intimité, et je dirais au sens de Bachelard, dans l'immensité intime. Et c'est dans cette intimité et avec cette pudeur qu'il y a à la fois ce retournement, cette métanoïa, et c'est la condition véritablement du changement. Pour autant, et comme je sais que tu l'as dit à de multiples fois, Eric, à condition qu'on reste en lien avec l'autre, quoi, à condition que l'altérité soit toujours là. Oui, alors tu as dit beaucoup de choses qui fait que je vais reprendre pour reprendre appui sur justement le mythe du colosse au pied d'argile. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand le prophète Daniel fait son songe, la pierre qui va venir effondrer le colosse au pied d'argile, elle est bien décrite comme une pierre qui vient sans aucune intention humaine et qui, quelque part, elle vient comme mystérieuse. Et qu'est-ce qu'il annonce à travers ce rêve? C'est que l'effondrement du colosse au pied d'argile, c'est-à-dire en fait le royaume de Babylone, va pouvoir donner émergence à d'autres civilisations. Et ce qui je trouve intéressant, si on met en perspective maintenant la question justement du golem et du coronavirus, c'est que c'est un peu comme si, me semble-t-il, le coronavirus vient prendre la place de cette pierre et qu'elle vient questionner l'existence du golem et justement dans la dimension de vie et dans la dimension de mort. Parce que si on reprend sur la question de la mort, il y a quand même quelque chose de central, c'est qu'on a tout focalisé sur la mort. J'entendais ce matin, ça y est, j'ai perdu son nom, excusez-moi, une psychologue, Marie de Henzel. Marie de Henzel, qui a brillamment décrit toute la souffrance liée à la négation, à l'interdit d'être proche de ces personnes âgées qui allaient partir, pas forcément d'ailleurs, comme elle le dit très bien, du Covid, mais d'autres qui se sont laissés mourir parce qu'ils étaient seuls et que la question n'était pas la question de la mort, c'était la question de l'accompagnement. Et en miroir, ça veut dire qu'au prix de la mort, c'est la souffrance. Et la question de la souffrance, c'est quel va être le prix à payer dans cette souffrance, c'est-à-dire la souffrance, certes immédiate et légitime de chaque histoire où quelqu'un est parti, mais en même temps la souffrance massive qui va être créée par les réponses qui ont été données, et que cette souffrance massive, elle est là maintenant et aujourd'hui et en devenir. Et la question, c'est comme si, au prix de la négation de la mort, dans une vision collective et quantitative, qui crée des effets de résonance à ce moment-là collectifs, mais qui sont des effets virtuels, pas des effets dans le concret, il va y avoir, comment dirais-je moi, on a pris le risque d'une dimension, d'une souffrance encore bien peut-être supérieure à la souffrance liée au coronavirus et aux effets dans l'interaction qui sont d'un côté, comme on va peut-être l'aborder, qui est la question des gestes barrières d'un côté par rapport à l'humain et de l'autre côté du masque par rapport à la représentation sociale. Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, en précisant quand même, j'ai écouté mon amie Marie de Henzel, avec qui j'ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises. Oui. Et Marie de Henzel a dit à un moment, oui, mais ces quadras ou ces quinquas qui nous dirigent ne sont-ils pas dans le déni de la mort? Parce que tout le problème aujourd'hui, il est fondamentalement là. C'est-à-dire qu'on est dans un Occident qui, on parlait de la technologie tout à l'heure, veulent abolir la mort. C'est-à-dire on veut non seulement la faire reculer, mais carrément, encore une fois, la supprimer. On peut dire que techniquement, avec les GAFA, avec des milliards des Français, on devrait arriver à faire en sorte que la mort n'existe plus. Mais à ce moment-là, si on tue la mort, si j'ose dire, on tue la vie aussi, quoi. Hein, parce que effectivement, la mort fait partie du processus de vie, quoi. C'est ça qui est fou. Et que là, on n'est plus dans la sagesse. Là, on est dans quelque chose qui est la folie à l'état pur. Oui. Et effectivement, quand on refuse quelque part des rituels de deuil, de pouvoir voir le corps, de pouvoir le toucher, qu'on met les gens tout de suite dans un sac en plastique, etc., sans qu'il y ait un rituel,
ça n'est jamais arrivé dans l'humanité pratiquement. C'est-à-dire qu'on est là, à part, si j'ose dire, à part du temps des nazis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là il y a une espèce de monstruosité, et curieusement, cette monstruosité, elle est presque banalisée. Pourquoi? Parce qu'on répond au nom de chiffres, et là, encore une fois, de statistiques. C'est là où c'est dangereux. C'est là où on perd l'essence même de l'humain, quoi. Et quand je disais tout à l'heure, effectivement, que je pense que pour moi, le Covid, c'est effectivement l'archétype, d'une certaine manière, de la nature qui se défend, ben heureusement, oui, la vie se défend. On dit toujours cette phrase, on dit il faut sauver la planète. Mais non, la planète, elle va le sauver toute seule. Mais ça peut être à nos dépens, par contre. Hein, c'est-à-dire que la planète, elle a les moyens de se défendre. Oui. Mais il vaudrait mieux qu'on y pense un peu et qu'on fasse alliance avant qu'elle se défende vraiment. Parce que, à mon avis, pour nous, ça ne va pas être très bon, quoi. D'ailleurs, je vais rebondir parce que quand tu dis on veut abolir la mort, il y a un autre élément qu'on veut abolir aussi, à côté de la mort et qui se construit dans cette vision hygiéniste, c'est d'abolir la violence aussi. Bien sûr, bien sûr. Et d'abolir la mort et d'abolir la violence, je te rejoins, ça, on peut se poser la question si ce n'est pas la folie à l'état pur, et que quand on est dans une vision interactionnelle, on sait que plus on veut faire une croix sur la mort et une croix sur la violence, c'est plus en retour, c'est la mort et la violence qui viennent sur le devant de la scène. Je fais un travail actuellement avec un ami que je salue ici, qui s'appelle Guy Le Seur, qui est psychanalyste et anthropologue. Oui. Et on fait un petit travail en ce moment avec le portrait chinois symbolique du Covid. Bon. Et donc, on a posé un certain nombre de questions autour du portrait chinois, à quoi peut ressembler le virus et qu'est-ce qui vous évoque. Ce qui est quand même très frappant, c'est de regarder le Covid et de voir effectivement, d'ailleurs Corona, hein, qui est comme une couronne d'épines, hein, sauf que cette couronne que portait le Christ, malheureusement, si j'ose dire, en même temps, elle nous est comme volée. Là. Autrement dit, la couronne royale nous est comme volée. Mais si vous regardez, métaphoriquement, si j'ose dire, la fleur de pissenlit, la canne de pissenlit, c'est exactement aussi une couronne faite de tas de petits piquants glycoprotéinaires, si j'ose dire. Or, ce qui est intéressant, c'est que la fleur de pissenlit, en même temps, elle montre, on peut la mettre aussi en lien avec, par exemple, les sorciers bourbonnais ou d'un tas d'autres pays, parce que vous savez, c'est ces pelotes qu'on fait où on met des tas, on plante des petites aiguilles quand on veut jeter un sort à quelqu'un. Et là, vous avez le Covid. Vous voyez, c'est exactement ça, la même gueule. Et ce qui est très intéressant, c'est que la fleur de pissenlit, comme quoi c'est toujours double, la fleur de pissenlit, c'est le modèle archétypal de la résilience. C'est-à-dire la fleur de pissenlit, d'ailleurs dans les pays scandinaves, on l'appelle Löv Tandbarn, c'est-à-dire c'est l'expression, le pissenlit s'appelle enfant dent de lion. Hein, c'est-à-dire que c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité qu'a la fleur de pissenlit de résister à des conditions, de sortir et d'envoyer effectivement ces petits akènes, etc. Donc, on est là aussi dans ce double mouvement avec la fleur de pissenlit, et pour dire aussi que on ne peut pas ne pas regarder le Covid sans s'interroger sur les synchronicités qu'il a pu y avoir. Parce que quand même, en termes d'archétypes, si j'ose dire, alors ça mériterait peut-être un long développement sur les archétypes, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très, très intéressant sur le fait que, par exemple, c'est arrivé en même temps que la Pâque juive et la Pâque chrétienne, aussi le début du Ramadan. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans la Pâque, on est donc dans un passage. La Pâque, c'est 40 ans où Moïse conduit les Hébreux hors de la captivité de l'Égypte. Et dans cette Pâque, dans ce passage, par quoi les Hébreux sont-ils nourris? Je pose la question, ne répondez pas tous en même temps, mais ils sont nourris de la manne. Or, nous, qu'est-ce qu'on entend par la manne? Bien souvent, on entend la manne financière, par exemple. C'est aussi le cas aujourd'hui. Oui. Il y a une manne financière pour un certain nombre de personnes qui vont bénéficier, si j'ose dire, d'aide de l'État. On parle souvent de manne providentielle, par exemple, pour les clubs sportifs, ou des choses comme ça, parce qu'il y a les retransmissions télévisées. Oui. Mais la manne, on s'est posé la question de ce que c'était. Est-ce que c'était les fleurs de tamaris? Est-ce que c'était cette nourriture qui était tombée du ciel
effectivement riche en protéines. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut dire autour de la manne. En hébreu, man, ça se dit man ou. Si on traduit littéralement, ça veut dire c'est quoi ça ou qu'est-ce. Ce qui veut dire symboliquement que ce qui nous permet de traverser le désert, comme Moïse a pu traverser le désert avec son peuple, c'est la question et non pas les réponses. C'est-à-dire ce qui nous aide à tenir, si j'ose dire. Bien sûr qu'il faut un peu de nourriture terrestre. Là, en l'occurrence, c'est presque une nourriture céleste. Mais ce qui nous aide à traverser, c'est effectivement la manne en tant qu'elle est questionnement. C'est-à-dire que quelque chose qui est gratuit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le terme même je dirais, de la manne, on savait que cette manne, c'était décrit dans la Bible, mais la manne, on ne pouvait pas la garder, si vous voulez. On ne pouvait pas la stocker comme dans les greniers. Et il fallait la consommer quand elle était là. Elle était de façon inattendue et providentielle. Et elle était blanche, elle avait le goût d'un gâteau de miel, c'est ce qui a été commenté. Et on ne pouvait pas la garder pour la stocker. Voilà, c'était au fond l'expression le pain quotidien. C'est joli d'ailleurs. C'est-à-dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, c'est une nourriture, là, on pourrait dire presque céleste quand même. C'est-à-dire que là aussi, symboliquement, notre première partie de la vie, on a été nourri par nos racines terrestres. On s'est nourri de la terre. Non seulement on s'est nourri de la terre, mais on s'est nourri un peu trop de la terre. On le sait très bien aujourd'hui, parce que le grand drame de l'humanité, c'est qu'on va plus pouvoir nourrir tout le monde, à s'être nourri dans l'excès au niveau de la terre. Mais par contre, ce qu'on a oublié, c'est la nourriture du ciel, c'est-à-dire les racines du ciel. Et je pense que là, le passage qu'on a à faire, c'est pas d'aller automatiquement vers le pays de Canaan, c'est de revenir effectivement sur cette nourriture céleste. Et c'est quoi la nourriture céleste? Eh bien, c'est la lecture des grands textes. C'est la réflexion fondamentale sur les grandes poésies du monde, sur les grands mythes du monde, et qu'on est obligé quelque part, de les repenser, c'est-à-dire de les rendre à nouveau vivants pour, je dirais, changer notre perspective, changer notre regard, c'est-à-dire vivre une expérience intérieure où on passe de la position, j'allais dire, couchée à la position verticale. Et je pense que justement, quand je t'entends parler juste de cette question, de la question et de la lecture des grands textes et des mythes, quelque chose qui me frappe sur la lecture des mythes, je parlais de mon expérience personnelle, c'est que je peux me rendre compte que si je relis un mythe à divers moments de mon histoire, eh bien, il y a des moments où l'histoire est une histoire banale et qu'il y a bon, ben voilà, quoi, c'est comme on racontera une histoire, et qu'en fait, ce qui va mettre en profondeur et l'accès à un sens ou à un sens de mythe, c'est quand ça vient en résonance avec sa propre histoire et ses propres événements de vie. Et ce qui me frappe, c'est que ce soit le mythe ou la parabole, en fait, c'est pas le texte en lui-même qui joue, mais c'est bien comment ça va mettre en résonance avec sa propre histoire et comment ça va amener dans la capacité à prendre de la hauteur et à penser avec un grand P, si je peux dire comme ça. Et que c'est comme s'il y a à la fois une dimension, une rencontre, comme tu dis, dans l'abstrait, le concept, c'est-à-dire le ciel, et en même temps dans l'expérientiel bien concret. Et que c'est comme si ça vient révéler quelque chose qui, à d'autres moments, la porte ne sera pas ouverte. C'est ça. Je pense que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'accepter. D'ailleurs, là, il faut remercier Jung par rapport à son génie, à son intuition, quand il a repris au fond quelque chose qui existait dans la pensée taoïste, qui était effectivement la synchronicité. Les anciens Chinois taoïstes fondaient leur science du réel, non pas sur une causalité rationaliste linéaire, mais sur un principe de synchronicité. C'est-à-dire qu'ils se disaient, au fond, quand il arrivait un événement, comme la pandémie, comme le Covid, ils disaient, il faut contempler tous les événements qui ont aimé, j'aime bien l'expression des taoïstes, qui ont aimé se produire ensemble. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a l'histoire, par exemple, de la chauve-souris,
Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que le mot chauve-souris, c'est l'anagramme de souche à virus. Hein, c'est une amie qui m'a confié ça. Souche à virus égale chauve-souris. Et puis après, on passe au pangolin, qui est animal un peu préhistorique en voie de disparition, puis du pangolin à l'homme, et puis du coup on pense aux déforestations, et puis on ne peut pas ne pas méconnaître également les incendies qu'il y a eu, qui ont fait que, par exemple en Australie, en Amazonie, qui ont provoqué le génocide effroyable d'environ 2 milliards d'animaux, sans compter les dizaines de milliards d'arbres et de plantes tués aussi, qui sont des êtres vivants. Et là, quand on met tout ça, je dirais, en résonance, on le met ensemble, alors effectivement, on peut avancer que le virus est né comme une arme de défense de la nature contre la civilisation du capital qui est en train de tout détruire. Et là, cet événement, on va dire cette pandémie, si on y réfléchit bien, qui est à la fois complètement irrationnelle, doit, à mon sens, hein, nous ramener à cette notion évoquée encore une fois par Jung de ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire cette unité vivante de l'ensemble, du réel, au cœur de la psyché humaine. Qu'est-ce qui génère les synchronicités? C'est effectivement que le soi est dans l'ordre d'un continuum psyché-matière et qui explique l'apparition de synchronicité. On a tous vécu ça. Peu ou prou. À un moment, vous êtes dans un questionnement. Vous posez des questions autour de tel ou tel événement, vous entrez dans une librairie et paf, vous tombez sur le bouquin qui est justement un élément de réponse à votre questionnement. Ou c'est la rencontre d'une personne qui vient vous dire telle et telle chose, ou telle émission radio alors que vous allumez votre poste et ça rentre en résonance. Et là, on est dans cette zone psychoïde, comme l'appelait Jung, où on est effectivement dans ce continuum matière-esprit. Et c'est ça qui est, je trouve absolument passionnant, même si c'est un peu effrayant de voir la façon dont l'homme effectivement se comporte, quoi. Mais bon, surtout à travers le transhumanisme. Enfin, moi, c'est des choses qui me glacent le dos parce que les gens sont tellement fascinés par le progrès technologique qu'on est prêt à tout sacrifier et on est prêt à sacrifier le vivant. Alors, je rebondirai sur ce que tu dis dans cette question tout à fait essentielle dont tu parles du continuum psyché-matière et de la question de la résonance et des synchronicités, car il me semble que justement, quand on est dans un travail thérapeutique, la question cette question-là est tout à fait centrale, me semble-t-il, en tout cas moi dans ma vision de la thérapie. Et que j'irais même jusqu'à dire que c'est à ce moment-là, c'est dans ce moment de continuum partagé que là peut se déployer les effets de l'imagination créatrice et une révélation et un changement je veux dire, un nouveau mouvement, non pas comme un changement dans le sens classique du terme, mais comme une transformation, si je peux parler comme ça. Et quand tu parles de la question du progrès technologique, eh bien, je me dis que oui, peut-être que le point de bascule est là. C'est-à-dire que si je le dis comme ça, l'humain a à la fois l'image et la technique, et que de réduire l'image à la technique, effectivement, mène dans la direction du transhumanisme. Mais en même temps, est-ce que dans cette crise qu'on est en train de traverser, à travers les contraintes des gestes barrières, le masque, est-ce que la question qui n'est pas posée, c'est justement la redécouverte ou la découverte que, que la volonté d'appropriation de la technologie, justement, de s'approprier l'humain et le relationnel humain, est-ce que justement on n'est pas, ou je veux dire, nous ne sommes pas, ou nous n'avons pas la possibilité de redécouvrir que la technologie n'est qu'au service de la relation humaine et que dès lors qu'elle se substitue à la relation humaine, on est dans un processus de déshumanisation. C'est ça. Mais oui, comme le dit encore Bertrand Vergely, l'humanité ne cesse de se faire et se défaire devant nous chaque jour. C'est-à-dire que pour que l'humanité advienne, faut-il pour autant, et il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, on a autant besoin de croire que de ne pas croire, faut-il
faut-il pour autant que l'on accepte peut-être juste la simple idée, comme une hypothèse scientifique, alors là je le dis autant que science branche du sacré, que d'une certaine manière nous sommes tous dépositaires d'une information. On peut l'appeler divine, on peut l'appeler lumineuse, on peut l'appeler sacrée, on peut l'appeler tout ce qu'on veut, peu importe. Parce que le problème, c'est que les mots sont un peu usés avec le temps, mais que cette information, elle a besoin de se développer et qu'elle ne peut pas se développer sous la contrainte. On ne peut pas contraindre, si j'ose dire, cette énergie et cette semence à se développer. Pas plus qu'on peut contraindre le gland du chêne à devenir un chêne. Il va pousser parce que les conditions sont favorables. Permettons que les conditions soient favorables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ce mouvement d'intériorisation. Il faut donc un temps d'intériorisation pour permettre dans la relation que quelque chose se mette à se dérouler. Et il est bien triste, et là je ferai un petit trait d'humour, de voir des gens qui se croient être des chênes, mais qui se comportent vraiment comme des glands, quoi. Et ça va me faire rebondir justement sur revenir justement au golem et comme je te disais sur cette question que si je me centre sur la question de l'attachement aussi indispensable que c'est au développement de l'enfant, on assiste aujourd'hui quand même à semble-t-il, un développement de l'attachement de l'attachement évitant et que l'évitant c'est intéressant d'ailleurs si je fais des ponts, l'évitant il est d'abord et avant tout dans la toute-puissance, et la toute-puissance c'est qu'il est d'abord dans la tête et le rationnel avant d'être dans le relationnel et ce qui est intéressant c'est que euh, euh, comment je vais dire ça justement, c'est comment remettre du vivant dedans. Et quand je pensais au golem, c'est la question du souffle. Et la question du souffle, c'est effectivement, est-ce que c'est pas la question du mystère de la vie, donc on peut dire le souffle divin, et que nous ne pouvons pas faire autrement, nous les êtres humains, que d'accepter qu'il y a quelque chose qui nous échappera toujours, qui est cette impossibilité à s'approprier le souffle, et que nous n'avons, et que notre condition d'humain à la fois se réduit, mais en même temps, ça n'est pas qu'une réduction, se déploie dans cette capacité que nous avons à donner forme au souffle, et que nous ne pouvons pas faire autrement que de donner forme. Toute la question, c'est que nous avons tendance, quand nous donnons forme au souffle, à le matérialiser et à en faire des choses en soi, et de confondre le souffle avec la relation à la forme qu'on donne au souffle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans cette matérialisation, eh bien, on peut ou continuer à cultiver le souffle et à en prendre soin, ou se l'approprier et à ce moment-là, entrer dans un processus de déshumanisation. Oui, mais là, c'est ce que tu dis, ça me fait penser à Emmanuel Lévinas qui développait l'éloge de la caresse. C'est-à-dire que dès l'instant où tu vas être dans une emprise, bégriffe, d'ailleurs le mot bégriffe, concept en allemand, on sent le mot la griffe, l'emprise. Même d'ailleurs quand on dit maintenant, on voit bien la main qui tient, quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans ce que tu évoques par rapport à cette notion de souffle, mais on ne peut pas enfermer le vivant. Le souffle ne peut pas s'enfermer, jamais. C'est-à-dire que d'une certaine façon, et tu sais très bien dans le champ de la médecine qui est le tien, à savoir la psychiatrie et la pédopsychiatrie, qu'à chaque fois qu'on enferme dans une catégorie, on perd le contact du vivant de ce qui est de la personne. C'est-à-dire que au fond, toutes les catégories psychiatriques ne sont que ce sont des analogies, ce sont des adjectifs qualificatifs. Même quand on dit paranoïaque, quand on dit schizophrène, etc., c'est des adjectifs qualificatifs. C'est pas comme si je parlais d'un histiocytome avec une histologie bien précise. Non, on est dans quelque chose qui est qualificatif, qui nous permet, nous, d'avoir une certaine distance et d'une certaine façon, peut-être de penser, de raisonner autour de ça,
mais sans oublier le danger qu'il y a de prendre la catégorie pour la fin en soi, c'est-à-dire que la personne soit enfermée dans cette catégorie. Parce que le vivant n'est justement pas enfermable. Et La c'est carte là n'est où pas le territoire. la carte n'est pas le territoire, et c'est là où on peut dire que dans notre culture occidentale et dans le paradigme anthropologique qui est le nôtre, eh bien, on a oublié effectivement cet aspect tridimensionnel. On dit corps, âme, esprit. Bertrand Vergely, lors d'un webinaire, avait bien posé les notions de quelle est la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. On peut en reparler, mais surtout cette notion d'esprit, et je dirais d'esprit saint, même au noble sens du mot, est oubliée aujourd'hui par l'Occident. Ça fait partie presque des curiosités religieuses. Oh, bon, ça amuse un peu la galerie. Mais non, l'Esprit Saint, c'est précisément, je dirais, celui qui insuffle la vie, l'inspiration, etc. Donc, on est peut-être très éloigné de ça, et en même temps, on devrait être en quête précisément de ça. C'est ça la vraie spiritualité. Aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, et Dieu sait qu'il y a des marchands qui existent, qui sont un peu les héritiers du New Age, qui ont été à Katmandou, qui ont fait du yoga, qui ont fait de la méditation, qui ont fait plein de choses. Et aujourd'hui, ce sont des accompagnateurs psychospirituels. Vous ouvrez le net, il y en a partout. Mais de quelle spiritualité on parle là? Si on parle vraiment de spiritualité, la spiritualité, c'est un travail personnel, intérieur, de retournement, de métanoïa, et ça se fait plutôt et là encore, je suis bachelardien, dans l'immensité intime. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on étale dehors, quoi. C'est une relation intime avec effectivement le champ de l'esprit. Mais regardez aujourd'hui, eh bien, quand vous parlez d'esprit, vous parlez psychisme, hein, c'est-à-dire corps. Quand on dit corps psychisme ou corps esprit, bon, c'est grosso modo c'est la même chose. Et puis pour certains même aller chercher même pas du côté du psychisme parce que le psychisme n'existe pas, seul le corps existe. J'en veux pour preuve Michel Onfray dans les féeries anatomiques. Tout ça, c'est que du gaz, de l'ammoniac, des agencements moléculaires, etc. Alors, OK, avec Bateson, quand Gregory Bateson annonçait le psychisme n'existe pas devant un parterre de psychanalystes et de psychiatres, là-dessus, il avait raison, c'était une proposition provocatrice pour dire sans le corps, il n'existe pas. On est bien d'accord, il y a un continuum psyché-soma, on ne peut pas rentrer dans le dualisme, qui est une erreur fondatrice qu'on malheureusement retrouve beaucoup en médecine. Mais en revanche, dans l'anthropologie ternaire, je pense qu'il est très, très regrettable que cette dimension d'esprit avec un grand E majuscule ait été radicalement gommée, purement et simplement. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Or, cette dimension de l'esprit, je me rappelle que Plutarque disait, en philosophie, alors il comparait ça à l'amour, à la découverte de l'amour. Il disait que effectivement, quand on découvre l'amour véritablement, eh bien, le monde est transformé. On pourrait aussi faire une comparaison, une analogie avec les architectes. On te fait ta maison avec un plan en 2 dimensions. OK, tu as une belle représentation, mais avec un AutoCAD et avec un logiciel spécial, tu vois ta maison évoluer en 3 dimensions. Ah, tu as un choc. Bon, Maître Eckhart en a très bien parlé de la spiritualité, de ce monde de l'esprit. Quand Maître Eckhart, dans ses sermons, dit, d'une certaine manière, de la spiritualité, du monde de l'esprit, je ne peux pas en dire un mot tant que quelqu'un n'en a pas vécu la moindre petite expérience. Ça veut dire que c'est avant tout une expérience. Oui. Ce n'est pas un concept, c'est quelque chose qui, à un moment, vient nous visiter. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède, ce n'est pas quelque chose dont on peut s'arroger, mais c'est quelque chose qui, à un moment, vient nous éclairer intérieurement ou nous inspirer. Vous voyez, c'est là on retrouve le Aleph hébraïque, c'est-à-dire l'inspiration. Est-ce que ma parole, ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est inspiré? Bon, j'espère vaguement, mais je ne suis pas sûr complètement, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'inspiration? Je me rappelle un jour que Bertrand Vergely avait dit ça, il faisait une conférence, je ne sais plus où, et il m'a dit, j'ai vécu une expérience incroyable, c'est que je me suis lancé dans la conférence, il a dit à un moment, c'est comme s'il disait, ça a parlé en moi, c'est pas moi qui ai parlé. Oui. C'est-à-dire que les mots qui lui venaient étaient envahis pas envahis, le mot est pas bon, mais étaient habités, voilà, étaient habités d'une présence. Voilà. Oui. Et ça, peut-être qu'on a tous, à un moment, peu ou prou, par exemple, dans nos expériences de consultation avec des patients, senti que dans le deux, dans la dualité, il y a l'autre et moi, et à un moment, on sent qu'il
il y a du 3, quoi. Il y a un tiers spirituel. Il y a autre chose qui se passe. Il y a une présence, et cette présence est liée à nos deux présences respectives, et elle permet l'apparition d'une présence, et cette présence vient nous inspirer. Et je partage tout à fait ce que tu dis, c'est ce que j'allais justement dire, c'est que la question de cette inspiration, même si elle passe euh, par l'immensité intime et le retournement, elle prend forme dans le partage et dans la rencontre, parce que l'autre biais serait comment dirais-je moi, de n'en faire qu'une expérience pour soi et en soi qui me, qui me semble, comment dirais-je moi, sujet à questionnement. Euh, euh, Parce qu'on peut être justement, l'enfermement, il peut être à l'extérieur comme il peut être à l'intérieur, et que à la projection à l'extérieur, hein, comme, qui fait que c'est comme si tout vient de l'extérieur et plus de l'expérience à l'intérieur. Il peut y avoir, on le voit bien, de l'autre extrême qui est on est tellement enfermé à l'intérieur qu'il n'y a plus d'expérience extérieure possible. Oui, j'avais toujours un peu cette idée qui m'avait été donnée par ce qu'on appelle ma première tranche d'analyse avec un freudien. Je trouvais que ce psychanalyste était tout à fait remarquable. Et un jour, il m'avait dit, un jour j'ai eu un rêve et ce rêve très particulier, et il m'a dit, écoutez, je ne veux pas travailler sur ce rêve tel que vous me le décrivez, je vous enjoins d'aller rencontrer Roland Cahen, qui est un Jungien, qui est donc à Paris, et oui, j'ai continué ma deuxième tranche d'analyse avec un Jungien. Mais la première tranche d'analyse, qui a quand même duré de presque 3 ans, il avait terminé notre rencontre s'était terminée comme ça. Il a pris une feuille de papier, il a fait un dessin et il a dessiné un cercle. Il a dit, voyez, dans le fonctionnement normal, la limite du cercle doit être poreuse, c'est-à-dire qu'il doit se passer quelque chose d'un échange entre l'extérieur et l'intérieur, et cet échange doit être harmonieux, de façon à ce que l'intérieur ne soit pas trop envahi, mais il disait, soyez bien conscients que l'intérieur est bien distinct de l'extérieur, il est différent de l'extérieur, même s'il a des liens. Et puis après, il m'a dit, voilà ce qui se passe dans un processus névrotique. Et bien, vous voyez, la membrane, ce qui entoure le cercle, la membrane, est hyper poreuse. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne est envahie par des tas de choses qui viennent de l'extérieur et qu'elle n'arrive plus à digérer. Oui. Et puis, il dit, il arrive des situations, et là, on était plutôt proche de la psychose, où les gens sont dans ce monde intérieur, mais coupés en partie du monde extérieur, parce que la membrane s'est épaissie par des mécanismes de défense, par des histoires traumatiques qu'il y a pu y avoir. Et là, du coup, eh bien, ça dysfonctionne parce qu'il n'y a plus cet échange aussi harmonieux qu'il devrait être. Et en fait, on passe tous par des phases un peu comme ça, c'est-à-dire dans notre évolution personnelle. On sait très bien qu'à un moment, et je le redis encore une fois, ce que l'on appelait sagesse d'hier devient folie aujourd'hui. Et qu'il faut là changer notre perspective. La mutation, c'est ça. Il faut, j'allais dire, pour prendre une formule poétique, il faut faire de notre grande folie une grande beauté, quoi. Il faut le changer, quoi. Il faut muter quelque chose. Or, qu'est-ce que on va dire, Gérard, là, juste un moment, parce que puisque tu as décrit ce cercle avec l'intérieur et l'extérieur, est-ce que justement la mise au confinement généralisé n'est pas venue questionner tant au niveau individuel qu'au niveau groupal, collectif, ce rapport justement entre l'intérieur et l'extérieur? Absolument. Absolument, tu as tout à fait raison là-dessus. Et en même temps, ça vient questionner aussi la notion de temporalité. Hein. Il y a à la fois l'espace et la temporalité. Tout à fait. Et on a bien vu sur la temporalité, là encore, la confrontation de deux temporalités qui sont rentrées dans un choc, me semble-t-il, majeur, qui est la temporalité, on va la décrire comme ça, du comité scientifique d'un côté et de la position de Raoul de l'autre, qui est en fait une confrontation de deux temporalités, la question de la réponse dans le concret, dans l'immédiateté de la situation, versus la temporalité de la recherche et
et qui demande du temps et qui ne peut pas répondre à l'immédiat. Et comment dirais-je moi, cette manière dont ces deux temporalités, là aussi, sont rentrées en opposition est quand même impressionnante, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et là encore, enfin, je pense, bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette polémique Raoult comité scientifique. D'ailleurs, c'est passionnant. Il y a des choses très mélangées à l'intérieur de ça, des deux camps d'ailleurs. Mais qui montre une chose, c'est qu'on est encore, effectivement, dans cette médecine d'aujourd'hui, on lutte contre. Oui. On est dans le contre, quoi. On est dans même tout le vocabulaire qu'on utilise, les armes, la stratégie. Oui. On n'a qu'un langage militaire, quoi. D'ailleurs, là, on a créé même des brigades de santé. On est dans un langage militaire. On n'est pas dans le langage, je dirais, de l'énergie, d'amour. Et je suis complètement d'accord avec, tu sais, on cite souvent cette phrase qui est belle d'ailleurs en soi, hein. On dit l'amour est plus fort que la mort, ce qui est une fausse traduction. Oui. D'ailleurs, Annick de Souzenel le reprend très bien. C'est pas que l'amour est plus fort que la mort, c'est pas ça qui est dit exactement dans les textes. Ce qui est dit, c'est que l'amour est le prince de toutes les mutations. Ce que l'on a à faire, c'est à muter. J'ai lu pendant des années Sri Aurobindo, parce que je trouve que ce grand monsieur, qui était formé d'ailleurs à l'aune de l'Occident, de la culture occidentale, tout en étant hindou lui-même, a dit que si quelque chose devait advenir pour l'homme en tant qu'avènement de l'homme, en tant qu'humain, il disait que l'homme serait lui-même le fruit d'une grande mutation. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas à des mutations au sens idéologique, à tout ça. Depuis très longtemps, depuis même les années 50, il disait que la solution ne viendrait pas ni des religions, ni d'une nouvelle idéologie, ni d'un nouveau système politique. Il viendrait simplement du fait que l'homme, en s'intériorisant, appelle à une mutation. Et il disait à ce moment-là, toutes ces technologies qui vont nous envahir, il était assez prophète à ce moment-là, il disait on n'en aura plus besoin parce qu'on aura une captation naturelle, je dirais presque extrasensorielle, qui fait qu'on n'aura plus besoin de tous ces outils qui deviennent effectivement, et je sais qu'on me le rappelle autour de moi, qui sont comme des prothèses. Hein, voilà. On est prothésés, on est aujourd'hui des gens prothétiques. Messieurs, excusez-moi, je me permets de vous couper un instant juste pour vous informer que nous amorçons la descente et qu'il nous reste, allez, disons, à peu près 8 minutes avant de pouvoir laisser place à quelques questions. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Oui, je vais rebondir sur la question, sur lorsque tu dis la question de la prothèse, car comment dirais-je, car la prothèse elle-même, elle est pas dans la vision du relationnel, elle est dans la vision de l'appropriation, et que toute la question est de comment accorder ou ajuster. C'est pas la prothèse en soi qui pose problème, si je peux dire comme ça, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et le problème, me semble-t-il, c'est que on a construit une illusion qu'un univers de prothèses pourrait nous protéger de ce qu'il y a de plus fondamentalement humain en nous. En fait, en retour, le risque est de construire un monde déshumanisé, effectivement. Est-ce que je peux dire ça comme ça? En même temps, si je continue, je dirais que je ne crois pas un seul instant que le versant déshumanisation du monde puisse se tenir dans le temps et dans l'espace. C'est là où je reviens au colosse au pied d'argile. Je pense que quand on rentre dans des processus de déshumanisation, ou quand une société rentre dans un processus de déshumanisation, la vie s'invite et va à un moment ou à un donné effondrer. Ce n'est pas l'effondrement en soi, c'est l'effondrement du processus de déshumanisation. Oui. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis?
Oui, oui, ça me parle. La question que je me pose aujourd'hui, c'est effectivement si on admet, enfin, c'est une hypothèse hein, qui vaut ce qu'elle vaut, mais si on admet aujourd'hui que ce que l'on est en train de vivre, c'est l'annonce de quelque chose qui va être répétitif comme secousse, un peu comme un accouchement. C'est-à-dire la terre est au travail, si j'ose dire, et qu'il va falloir que quelque chose enfante. D'ailleurs, on le sent peu ou prou. Hein. Pour avoir lu beaucoup Mircea Eliade sur la naissance et mort des civilisations, il l'avait déjà décrit dans les années 40, 50, comme un mécanisme qui se fait pour quelle que soit la civilisation. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est planétaire. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est mondial. Et que donc, ce qu'on va être amené à vivre, c'est ici ou là une pandémie, un très gros dérèglement climatique encore plus important, qu'on va vivre encore des choses qui vont être des grandes secousses, à mon avis, à l'échelon planétaire. Et est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt effectivement à effectuer cette métanoïa, c'est-à-dire ce retournement, c'est-à-dire à sortir de notre léthargie, si je veux dire, où les gens, j'entendais l'autre jour les gens à la télévision dire ah que c'est bon de retrouver nos vieilles habitudes. Vous voyez, c'est là le problème, c'est-à-dire à un moment est-ce qu'on est prêt à se mobiliser pour opérer véritablement ce qu'on appelle un changement de paradigme, un changement de vision des choses. C'est pas si sûr, hein, c'est pas, enfin, pour moi c'est pas En gagné. fait, ce que je suis en train de me dire, Gérard, c'est que quand tu dis est-ce qu'on est prêt à se remettre en mouvement ou à se mettre en mouvement, je dirais est-ce que je suis prêt à me mettre en mouvement? Est-ce que cette question-là, c'est pas la question ne va pas être, tu vois, je vais revenir, c'est la question du souffle, comment tu as dit, de la manne. Est-ce que la C'est question ça. de la manne aujourd'hui, c'est pas est-ce que je suis prêt à me remettre en mouvement et qu'en fait, cette question peut se poser à tout un chacun, elle ne peut se poser qu'à tout un chacun, mais elle peut se poser aujourd'hui pour l'un, demain pour l'autre, ou jamais. C'est-à-dire, en d'autres termes, que c'est peut-être les effets de la manière dont chacun, je vais dire, nourri par cette question, peut répondre concrètement dans son existence. Et peut-être aussi, parce que ça me semble important dans la perspective du futur, que que, que, que peut, que peut se construire, si elle n'a pas déjà commencé, une histoire alternative. Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement la confrontation à laquelle qu'on va vivre, enfin, c'est une confrontation qui va nous mettre dans ce qu'on appelle une véritable urgence. C'est-à-dire que là, Oui, on commence à le pressentir, hein, on commence à sentir. Je suis également convaincu que des gens qui sont atteints, par exemple, par le Covid ou par autre chose, dans les derniers instants de leur existence, oui, sont capables, et ça, personne ne peut le juger ou l'évaluer ou le quantifier, mais sont capables, même, je dirais, dans la dernière minute, d'une mutation. C'est-à-dire de faire le passage oui, autrement. Et que ça, c'est très important de le penser, parce que nous, on a une représentation où, comme on dit, il faut réussir sa vie, puis que ça soit bien vu et qu'on l'ait bien dosé avant. Bon, toi qui es comme moi, mais tu as pu accompagner des gens en fin de vie, c'est des choses qu'on a pu capter ou sentir. À quel oui. point, Je à un dirais que, moment, je dirais que la personne qui part est largement en avance sur nous. Quoi. Ouais, oui, je voilà. dirais d'ailleurs que peut-être qu'un changement de slogan serait il faut réussir sa mort. C'est ça, on peut dire ça. On peut dire qu'effectivement, c'est réussir, enfin, c'est Le réussir notre passage de la Pâques. mort. C'est Hein? réussir notre Pâques. Voilà. Oui, C'est que la Pâques soit vraiment cette. C'est quand même curieux. Hein, regardez, comme on a pu parler de la quarantaine. En fait, c'est une quatorzaine. oui, Enfin bon, la quarantaine, que ce soit dans les trois religions monothéistes, hein, d'une oui, certaine façon, c'était là. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce 40 qui est vraiment la symbolique même du passage. oui, Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe à autre chose. Si oui. on ne passe pas à autre chose, alors ça veut pas, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit passer? Non, je ne crois pas. C'est comme quand on fait un forage dans le cœur, mais là on veut faire un forage comme dans une montagne.
pour faire un tunnel, pour ouvrir sur un autre plan, bah, il faut des éclaireurs. On va dire, au sens de Gurdjieff, il faut un noyau conscient. Bon, il faut un noyau conscient de quelques êtres qui, conscients de l'urgence, etc., et ce n'est pas une supériorité, c'est juste une nécessité, vont s'engager effectivement dans ce mouvement-là, parce que, je dirais même parce qu'on n'a pas le choix, quoi, parce que c'est à partir du moment où on a pris conscience d'un certain nombre de choses, eh bien on est responsable de la conscience que l'on a, de ce qu'on en a compris, quoi. Enfin, donc la machine arrière, à mon avis, elle est très difficile. Je vois des tas de gens autour de moi qui ont déjà pris des décisions importantes dans leur vie, la suite du Covid, d'ailleurs. C'est pas la majorité, clairement, c'est pas la majorité, mais ces gens-là ont vraiment, pour eux, c'est comme une illumination, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut que je bouge, que je me mette en mouvement, comme tu le disais tout à l'heure. Et parce que surtout qu'il y a quand même une réalité incontournable sur laquelle on n'a aucune prise, c'est que, comme tu le disais fort justement, un virus, c'est de la nature, que l'idée qu'on pourrait détruire, supprimer ce virus me semble être totalement une illusion, et donc on n'a pas d'autre alternative dans tous les cas de comment construire, ou comment on va se construire, ou comment construire une réponse qui permette la cohabitation du virus et de l'humain. Et que c'est la question de la construction de ce monde, c'est là où il y a euh, comment dire, repose sur cette question fondamentale, c'est qu'on n'a pas de prise sur le virus et que l'idée de faire disparaître le virus, c'est une idée qui me semble utopique. Ça me semble utopique d'abord parce que, encore une fois, le génome du virus fait partie de nous, et que voilà, et qu'en plus même parfois le virus nous sert à tuer certaines bactéries, donc c'est parfois un allié, parfois ça peut être effectivement quelque chose qui peut nous détruire, mais je serais intéressé, ce serait une sorte de curiosité un peu folle, mais d'imaginer une recherche où on étudierait les gens qui ont une capacité, par exemple, de méditation et de compassion. Ça pourrait un peu s'évaluer quand même dans la capacité méditante, et de voir si, en termes de vibration, si j'ose dire, ou de rayonnement, je pense que l'immunité est différente. Je suis à peu près convaincu que des gens qui sont dans l'ouverture du cœur et dans une capacité de méditation n'ont pas la même réponse immunitaire. Bien, c'est important ce que tu dis, Gérard, tu vois, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dans cette crise, c'est qu'à aucun moment, il a été question d'aborder la situation sous l'angle de qu'est-ce qui pouvait mobiliser et renforcer nos capacités immunitaires. Alors, si, on en a parlé sur le plan des plantes, des essences des plantes, des choses comme ça, de la vitamine D, il y a plein de choses intéressantes d'ailleurs, qui sont issues de la nature. C'est resté un discours marginal. Voilà, c'est un discours, on va dire, un peu de réification encore des choses. Alors que non, c'est un vrai enjeu de réflexion, de se dire, mais après tout, est-ce que notre attitude intérieure n'est-elle pas un garant d'une immunité saine? Voilà. Donc, voilà, je pense que là, encore une fois, c'est faire alliance. C'est pas se battre contre, c'est se battre avec. Comme Jacob s'est battu avec l'ange. Bien, peut-être que ce sera le mot de la fin, ou si vous voulez peut-être dire un dernier mot, si ça vous convient comme ça, on pourrait passer comme ça aux questions dans le temps qui nous reste, parce que évidemment, vos conclusions sont toujours des ouvertures en réalité sur d'autres thématiques. On s'en doute bien, c'est ça qui est passionnant. Donc, on a déjà commencé par remercier Éric et Gérard pour la richesse de leurs interventions et leurs échanges aussi. C'est ça qui est surtout particulièrement intéressant. Si on en vient maintenant à quelques questions. Alors, il y a des commentaires, mais j'ai envie de les transformer en questions parce que ce sont des thématiques, des sujets qui sont intéressants. J'en prends une première. La question étant de savoir si finalement le symbole n'est-il pas une façon finalement une façon de simplifier l'entendement collectif et de rapprocher l'altérité. J'aurais aimé vous entendre peut-être sur cette question du symbole et du rapprochement.
Eric, tu veux commencer? Écoute, je te laisse la parole là, parce que pour le moment, je médite. Hein. Non, mais il y a un bel exemple là-dedans, ce qui est, prenons par exemple l'effet placebo. Oui. Il est passionnant l'effet placebo, parce que l'effet placebo, c'est le placebo qui valide la science. Autrement dit, c'est la magie qui valide la science. Oui. Ce qui est quand même fou, si on y réfléchit 30 secondes. Pour valider un médicament, on ne va pas parler de l'hydroxychloroquine, mais pour valider un médicament, au début, on le valide contre le placebo. C'est-à-dire une substance inerte qui, normalement, n'a aucun effet pharmacologique, on est bien d'accord. Et en même temps, on peut à ce moment-là décomposer le médicament placebo à travers l'effet placebo, c'est-à-dire son effet, en trois choses. Et là, je vais me servir de Lacan, même si je ne suis pas lacanien. Il y a le réel du médicament, il y a le symbolique du médicament et l'imaginaire du médicament. Exemple, je prends un comprimé d'aspirine. Le réel du médicament, au niveau du corps, c'est l'acide acétylsalicylique, d'accord, qui va avoir tel effet au niveau du corps. Deuxièmement, il y a le symbolique, c'est ce que je pense de l'aspirine par mes études, mes connaissances, etc. Comment je travaille justement cette symbolique de l'aspirine. Et puis, il y a l'imaginaire, ce que je crois de l'aspirine par rapport à mon histoire familiale, par rapport à tout ça. Et en fait, c'est l'interface de ça qui donne ce que j'appelle un médicament troué. C'est-à-dire qu'au milieu du médicament, il y a un trou. Le trou, c'est comment se fait cette articulation entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Et comment ça s'active, tout ça. Et c'est ça qui crée l'efficacité. Et j'ai bien aimé l'autre jour ce qu'a dit Raoult, même si certaines fois, je le trouve un tout petit peu quand même excessif. Et l'autre jour, il a dit quelque chose de tout à fait remarquable. Il a dit d'abord, je soigne. C'est-à-dire quand quelqu'un vient me voir, je ne vais pas attendre de 2 ans les études randomisées, etc., pour dire, bon. Donc d'abord, je suis dans l'activité soignante. Et c'est un peu comme s'il disait, après tout, si ça marche, ben, je ne sais peut-être pas trop pourquoi ça marche, mais ce qui est important, c'est que ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'on sauve les gens, ou qu'on les soigne. Et c'est vrai que c'est une vraie question épistémologique, ça. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui soigne et qu'est-ce qui guérit les gens? On a peut-être un peu l'illusion de croire parfois c'est uniquement la molécule, c'est l'efficacité de tel ou tel produit. Et je suis convaincu, et il l'a dit très bien d'ailleurs, que c'est avant tout la relation soignante. Et là, il va être critiqué par les scientifiques purs et durs qui vont dire, bah, vous voyez, vous dites ça, mais finalement, ça veut dire que votre machin, ce n'était pas forcément efficace. Très bien. Merci. J'en viens tout de suite à une autre question. Évidemment, vous allez voir, on est toujours dans le thème du webinaire. Question plus générale, mais importante quand même. Le virus ne serait-il pas l'archétype de la nature indomptable? Je trouve que c'est une très belle remarque. Parce que c'est une très, très belle remarque parce que je pense que c'était tout notre fantasme et presque notre folie de penser qu'on allait tout domestiquer, qu'on allait tout dompter, justement. Ben, il y a bien un élément de la nature qui reste effectivement indomptable, imprenable, etc. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus en dialogue avec la nature. Je pense que fondamentalement, nous devons il faut que nous nous habituions, si j'ose dire, à habiter techniquement la nature, ce qu'on fait d'ailleurs, mais que nous habitions naturellement la technique aussi. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Il faut à la fois être dans ce rapport à la nature où on a quand même besoin de la technique, mais au sens grec du mot, hein, encore une fois, hein, c'est-à-dire de l'outil et de l'outil qui a un sens, et qu'en même temps, eh bien, il faut que nous habitions naturellement la technique. Voilà. Il faut les deux. Si on est juste dans la production aveugle de la nature doit nous obéir, eh ben on en voit les conséquences, quoi. Que ce soit à travers le nucléaire, à travers les pesticides et tout ça. Forcément, on paye un moment un retour des choses parce qu'on a déséquilibré ce qu'on appelle aujourd'hui, et depuis des années, un écosystème. C'est ça.
Voilà. Si l'écosystème est déséquilibré, de toute façon, on le paye. Alors, quand j'entends la Véris et l'archétype de la nature indomptable, je rejoins tout à fait tout ce que tu as dit, Gérard. J'y ajouterai quelque chose qui me semble fondamental, à condition de comprendre aussi que la nature indomptable nous habite. Oui, oui. Et que peut-être que justement, comment dirais-je moi, notre croissance, notre développement, euh, c'est c'est, euh, c'est- est en lien justement dans cette relation entre cette nature indomptable qui nous habite et, et, et comment dirais-je, c'est-à-dire quand je dis qu'elle nous habite, c'est-à-dire qu'elle est aussi en nous et que c'est quel rapport on entretient et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là où on peut rejoindre sur la question de qu'est-ce qu'on en fait dans l'utilisation de la technique et dans l'utilisation du langage et de l'image. Très bien. Peut-être Gérard, non, tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 Non? je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Eric. Parfait. Voilà, j'aimerais en venir peut-être à une autre question maintenant, fort intéressante également. Le confinement n'était-il pas le moment idéal justement pour se réapproprier la parole avec un grand P et les grands mythes, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure? C'est toute la question de mon point de vue. C'est-à-dire que probablement que, probablement que pour une partie de la population, pour un certain nombre de personnes, c'est de ça dont il s'agit. Et peut-être même pas fort, comment dirais-je, moi, dans l'expérientiel et dans la rencontre et le partage. Sans oublier que le confinement, il peut amener à un autre scénario. Euh, Aujourd'hui, on parle de syndrome de la cabane. Euh, les enfants, ils savent jouer à la cabane. Pour les faire jouer à la cabane, comment ça se passe? On joue au grand méchant loup, et puis dans la cabane, ben, c'est 23 petits cochons, ils disent cabane, et puis avec la cabane, on ne sort plus. Le problème, c'est que l'enfermement, peut aussi projeter et renforcer le fait que l'environnement, le monde extérieur est un monde hostile, et que c'est non seulement le monde nature, mais que dans ce monde nature, l'autre, qui est un autre indifférencié, d'ailleurs entre parenthèses, potentiellement porteur de virus, peut être aussi un autre style. Donc, euh, donc effectivement, c'est une opportunité, me semble-t-il, pour retrouver la parole avec un grand P et de déployer grand mythe. Et en même temps, on ne peut pas empêcher que de l'autre côté, ça peut avoir comme effet de renforcer une vision du monde et de l'autre, qui est une vision du monde et de l'autre hostile. Est-ce que tu Oui, veux ajouter quelque chose? Gérard, oui. non, j'ajouterais juste que j'aime bien cette question. J'ajouterais juste que par rapport à cette notion de mythe, vous avez tous observé qu'aujourd'hui, quand on dit mythe, ça veut dire mensonge, pratiquement. Ça veut dire quelque chose qui est de peu d'intérêt. Quand on dit mythe ou réalité, c'est bien pour préciser que bon, on n'est pas dans la réalité quoi, avec le mythe. Or, c'est absolument faux. Le mythe est en lien avec le mystère de quelque chose et que la seule façon que les différentes cultures nous ont transmis quelque chose de leur connaissance, fut-elle une connaissance intuitive, c'était d'utiliser des images collectives pour nous raconter quelque chose. Et que là, c'est là où on peut dire effectivement que le mythe est au collectif, ce que le rêve est à l'individu. Et qu'en même temps, ce mythe, il nous dit une part du vrai, il nous dit une part du réel. Mais que ce réel étant inaccessible, il nous le raconte sous la forme, effectivement, sous une forme mythologique. Mais ça serait très dommage de l'opposer à la réalité. Simplement, c'est quelque chose qui nous place du côté davantage de l'imaginaire, parfois de l'imaginal au sens d'Henri Corbin. Donc, la vraie question, c'est celle qui est évoquée dans la question d'ailleurs de notre collègue, je ne sais pas qui il est, mais je trouve que c'est une très belle question parce que quand il parle de la parole, c'est cette parole qu'il faut retrouver. Justement, et cette parole, elle est quelque part cachée.
Et c'était dit à la fois dans l'Évangile, mais comme c'est dit dans l'Ancien Testament, la Torah, et qu'on retrouve dans les commentaires du Talmud, c'est à nous de redécouvrir, de nous mettre en quête, c'est-à-dire en question, de retrouver la parole qui est cachée, cette parole qui est divine, c'est-à-dire derrière les lettres de feu, que sont par exemple les lettres hébraïques, et que quand on les fait se dérouler d'une certaine façon, hein, comme à travers le golem, par exemple, eh bien, on retrouve quelque chose du mythe du passé, mais qui contient une part de vérité, effectivement, à travers le guimel, l'amed et le même. Et on retrouve ça aussi dans les racines de la vérité, de Emet. Et à ce moment-là, on voit qu'on change de représentation. C'est-à-dire que si je conçois que la vérité n'est pas ce que je croyais que c'était, parce que je croyais que la vérité, c'était quelque chose qui était bien formalisé, et puis là, c'est plus discutable, ben non, la vérité, c'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, nous remet toujours en mouvement et toujours en question vers quelque chose qui nous, au fond, nous fait voyager, quoi. Qui nous fait voyager peut-être d'abord pour aller dehors, mais pour ensuite revenir vers nous. Enfin, il y a cette espèce de double mouvement permanent. Enfin, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que cette question est très pertinente dans la mesure où il faut aller re-questionner les mythes. Je dois le dire à titre personnel, j'ai encore de commander quelque chose, des bouquins autour de la mythologie grecque, parce que je trouve ça absolument incroyable que les Grecs avaient pu, sous la forme de mythes, développer toutes les opérations psychologiques qui marchent et celles qui ne marchent pas. Enfin, je trouve ça absolument incroyable, quoi. Eric, peut-être un dernier mot qui sera le mot de la fin aussi. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que je vais le rejoindre par rapport à la pratique, à ma pratique thérapeutique, en tout cas celle que j'ai développée, c'est que la parole, le mythe, on voit bien que c'est là encore, c'est pas la matière, c'est pas le mot en soi, c'est pas le mythe dans l'histoire brute, c'est comment dans l'interaction avec ma propre histoire, ça va avoir des effets de résonance, c'est-à-dire en quelque sorte des effets de souffle, et que ces effets-là vont m'amener à percevoir les choses d'une autre manière, à animer les associations d'images, d'idées, à amener une réflexion et qui amène je dirais, à une évolution. Et je crois que c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que même le langage est manipulé pour faire des mots, des choses en soi, et non pas dans cette dimension, je dirais, métaphorique, parabolique, mythique, qui est que les effets, c'est pas l'histoire en elle-même, mais ce qui va faire les grands mythes, c'est que justement, ils contiennent cette première lettre d'Hémet qui anime chez soi le souffle de l'esprit, justement, me semble-t-il. Bien, eh bien, grand merci. Oui, malheureusement, il est temps de s'arrêter, mais je pense que ça pourrait susciter de nouvelles réactions de la part de Gérard, le connaissant. Oui, voilà, malheureusement, il est temps de s'arrêter pour aujourd'hui, mais pour être l'objet de d'autres débats. Vas-y, Gérard, vas-y. Allez. Et fais un dernier mot, Gérard. Tu sais qu'on ne peut pas m'arrêter. Oui, je sais. C'est pour ça que je ne lutte pas. Je pensais quand Eric parlait du souffle, que d'abord la vie ne tient qu'à un souffle, mais ça me faisait penser l'histoire d'un rabbin, qui est une histoire vraie, hein, qui dans une synagogue a fait quelque chose qui normalement ne se fait pas. Vous savez qu'on dit qu'il y a le Tzimtzum, c'est-à-dire dans la création, Dieu, donc avec son haleine, crée le monde. Et ensuite, il se retire pour laisser justement la liberté à l'homme d'être co-créateur, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous êtes des dieux, vous êtes des Elohim, ça a été dit et compris dans le Nouveau Testament, et de façon intéressante. Alors, ce rabbin, il fait ça. Normalement, il y a un nom imprononçable, hein, mais on va le dire Yahvé, hein, et le rabbin fait Yah, c'est-à-dire qu'il souffle, le monde est créé, et ensuite il le réaspire. Yah. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que voilà, le monde est créé, mais on est encore sous l'effet du souffle divin et de l'esprit. Voilà.
Bien, eh ben, Merci, humour, merci. humour et profondeur. Je crois que ça résume bien ces échanges, vos échanges de grande qualité, hein, sans aucun doute. Voilà, pour terminer, nous allons déjà encore une fois remercier chaleureusement Gérard et Eric voilà, pour leur participation à leurs interventions. Remercier nos participants et votre fidélité à ces webinaires. Nous excuser, nous avons eu aujourd'hui, nous avons eu le son, mais pas l'image. Certains nous ont dit d'ailleurs que ça permettait de se concentrer, d'être encore plus attentif. Mais bon, nous espérons bien que la fois prochaine, nous allons quand même retrouver la vidéo, quoi qu'il en soit. Et puis, un dernier mot pour vous rappeler que notre prochain webinaire, cette fois-ci, aura lieu le mardi 23 juin. Je le répète, le mardi 23 juin de 10h30 à 12h. Et puis, il sera animé donc, par Eric et puis par moi-même. Nous vous donnerons plus de détails via la newsletter de l'Institut et bien sûr par les réseaux sociaux. Voilà, encore un grand merci à tous et à toutes. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Et puis, au Merci plaisir de vous retrouver Stéphane. très bon prochainement. week-end. Très bon week-end à tous. Ouais, merci. Merci pour ce partage, Gérard. Merci à toi Eric. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.